Reprise du Facebook Live. Sont partis. Voilà. J'espère que tout le monde a bien déjeuné. Plutôt. Maintenant, il faut pas faire la sieste par contre. Donc, le prochain intervenant, c'est M. Ulrich Lemarchand, président de l'association SOS Hommes Battus. Oui, en effet, il y a des hommes battus. Apparemment, c'est en augmentation. Donc, ce monsieur va intervenir par Zoom parce qu'il est de métropole. Il n'a pas pu venir, il n'a pas pu faire venir, donc il intervient sur Zoom. Ben, Ulrich, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Comme on l'a présenté, je vais parler des hommes victimes de violences conjugales, intrafamiliales et domestiques. Je suis le président de cette association. On me demandait un peu plus tôt ce que je faisais dans la vie. Je suis responsable de projet dans le milieu de l'industrie. Rien à voir avec le milieu de la science. En tant que sommaire, il y a 7 points qu'on va balayer ensemble. Une petite présentation de l'association en elle-même. Je vais faire un balayage aussi succinct sur les violences domestiques, violences intrafamiliales, violences conjugales. On abordera aussi la description des hommes victimes, voilà ce qu'on a été amené à déceler au travers de nos échanges avec eux, les effets que ces violences, qu'elles soient conjugales, familiales ou domestiques, ont eu sur le couple, la famille, donc sur la femme, sur l'homme, sur les enfants. Quelles sont les solutions que l'on observe jusqu'à aujourd'hui? Ah, Eric. Et quelles sont les axes d'amélioration que la société pourrait envisager pour la suite? De manière très succincte, on est une association de loi de 1901 à but non lucratif et on existe depuis 2020. On est assez récent, moins de 3 ans en définitive. Notre objet principal est l'écoute, le soutien, le conseil de toute personne victime de violences dites conjugales, intrafamiliales et domestiques. J'y reviendrai plus tard. Et évidemment, comme le nom l'indique, on adresse principalement les hommes victimes, sans pour autant s'y limiter. Donc on a aussi des femmes, on a des enfants également, mais dans une part moindre, bien moindre. Aujourd'hui, on est à peu près 25 bénévoles, pratiquement autant d'hommes que de femmes. On est répartis sur les territoires français, majoritairement métropole. Voilà, je suis à distance aujourd'hui, bien que j'aurais bien aimé être avec vous là-bas pour cette journée. Certains sont issus de formations, on va dire, professionnelles, donc médicales, juridiques, sociales, thérapeutiques. Certains sont des hommes ou des femmes qui ont été victimes ou qui le sont encore aujourd'hui, juste à titre d'indication. Voilà. Qui viennent nous prêter main forte et nous apporter leur éclairage. Notre fonctionnement aujourd'hui se base essentiellement sur l'échange et le partage entre les différents membres, mais on a également des échanges avec des acteurs extérieurs, associatifs, juridiques, thérapeutiques. Donc j'ai mis quelques associations avec lesquelles on échange régulièrement jusqu'à date. Je ne les ai pas mises toutes, mais bon, voilà, des noms avec lesquels nous échangeons majoritairement. On essaie autant que faire se peut de participer à des colloques tels qu'aujourd'hui, à des formations, à des conférences, à des tables rondes, des ateliers, des webinaires pour se former, pour s'instruire, pour apprendre, on va dire, au sens large, le contexte des violences conjugales, intrafamiliales et domestiques, et de se plonger dans la littérature, bien que la littérature sur les hommes victimes de violences conjugales est assez rare. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on va jusqu'à regarder les ouvrages internationaux, essentiellement anglais, pour faire court. Notre financement se base sur les cotisations et les dons privés. On n'a pas encore aujourd'hui de subvention, donc on va assez limité en termes de moyens financiers. Et petite subtilité, depuis la fin de l'année dernière, nous sommes référencés auprès du programme de NPS, donc le numéro national de prévention suicide, qui est le 3114. Voilà, petite histoire. En termes de moyens,
Aujourd'hui, nous avons mis en place une permanence téléphonique nationale avec 6 écoutants. Les numéros de téléphone sont sur notre site internet. Donc évidemment, on a un site internet aussi. On a un email de contact, un numéro de téléphone principal plutôt à orientation d'administration que j'ai mis en première slide, et des réseaux sociaux pour échanger et diffuser de l'information en général sur les hommes victimes de violences conjugales et sur les violences tout court, que ce soit femmes et enfants aussi. En termes d'intervention, je ne m'étalerai pas, mais juste pour dire qu'on est intervenu dans certains médias, dont journaux, radio, magazines. Nous sommes intervenus auprès de certaines institutions aussi, que jusqu'à là, je ne les ai pas mis toutes non plus. On a été sollicité par l'Université de Côte d'Azur pour des journées d'études, des festivals, le BD en fait, en l'occurrence, avec le CIH du Cova d'Or. Il y a même certains clubs sportifs aujourd'hui qui nous appellent afin d'afficher le logo sur leur maillot, ce qui est plutôt, on va dire, incitateur et montre qu'il y a un intérêt à parler de plus en plus des hommes victimes de violences conjugales, mais ça reste encore très rare. Certains professionnels aussi nous sollicitent, et puis, comme le colloque le prouve aujourd'hui, le NPS, l'ARS et SOS Solitude nous offrent l'opportunité de parler de cette problématique. Maintenant, pour aborder la question des violences, j'aimerais parler de la différence que l'on fait entre les crises, les conflits et la violence. On les confond très souvent, et c'est un des problèmes sur lesquels les hommes sont confrontés dans leur procédure qu'ils mènent pour s'en sortir. De manière très synthétique, nous dirons que la crise est une manifestation brutale et soudaine de l'état émotionnel ou psychologique déséquilibré chez une personne. Le conflit, quant à lui, suggère une lutte avec la rencontre d'opinions opposées entre différents protagonistes. Par contre, la violence, elle, implique de facto un rapport de force et une volonté de domination et d'abus d'un membre envers un autre. Voilà, donc on essaie vraiment de se focaliser là-dedans parce qu'il y a une intention durable dans le temps de l'un envers l'autre, dont résultent des lésions physiques, psychologiques et identitaires. Et justement, sur ces violences, on n'entend pas parler des violences conjugales, des violences intrafamiliales et des violences domestiques. Je pense que nombreux d'entre vous savent, ouais, il en est question, mais pour faire court, la violence conjugale, c'est au sein du couple, donc 2 hommes, 2 femmes, ou un homme, une femme. Les violences intrafamiliales impliquent qu'il y ait des enfants dans le tableau, soit pris en étau, soit ce sont les parents qui violentent directement les enfants, ou dans certains cas de figure que l'on observe, ce sont les enfants qui violentent l'un ou les 2 parents. Voilà. Quant aux violences domestiques, en général, on entend par là qu'il s'agit de la famille étendue. Donc c'est le même phénomène, mais avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents. Bon, j'ai cité quelques sources sur lesquelles nous nous basons en dessous, qui sont issues des services publics, Solidarité Femmes, l'INSEE, et même à l'étranger. Quand on vient creuser ces violences conjugales, intrafamiliales et domestiques, encore une fois, je pense que nombreux d'entre vous les connaissent. On parle souvent des violences psychologiques, qui sont des actions sur l'environnement psychologique de la victime. À titre d'exemple, on parle des appels téléphoniques malveillants, des menaces d'abandon, des menaces de suicide, des menaces de plainte. On a également les violences morales ou dites émotionnelles, qui sont une action sur l'état psychologique de la victime. Donc on agit directement sur elle par des insultes, du dénigrement, de la dévalorisation, des humiliations. Encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste une synthèse. Les violences physiques sont une action sur l'état physique de la victime, donc par des gifles, des bousculades, des coups, des jets d'objets, l'usage d'objets contondants, tranchants, fusils, privations diverses, sommeil, nourriture.
Les violences sexuelles sont des actions à caractère sexuel sur la victime avec contrainte, menace ou surprise. Et bien évidemment, on considère qu'il n'y a pas de consentement dans l'action sexuelle menée. Donc les attouchements, les agressions sexuelles, les viols. Les violences administratives également sont observables avec des actions sur les aspects documentaires et administratifs de la victime. Donc souvent il est question de dissimulation, confiscation, dégradation ou destruction des documents. Dans de nombreux cas, on voit l'usurpation d'identité, l'usage de faux, piratage de comptes, dénonciation calomnieuse ou des non-représentations d'enfants qui polluent le processus. Et enfin, on voit les violences économiques ou dites financières qui sont une action de la personne violente sur elle-même ou sur la victime, impactant la santé économique de la victime. Donc, je mettrai juste une emphase sur les personnes violentes quand elles agissent sur elles-mêmes. Certaines savent se rendre dépendantes financièrement de leurs victimes pour les contraindre et les mettre dans une posture délicate financièrement. Il n'y a plus qu'une seule personne qui supporte le foyer financièrement, l'autre refusant catégoriquement d'apporter son aide, sa contribution. Mais il y a plein d'autres exemples, tels que le refus de contribuer, la restriction à la santé ou à l'emploi, la dilapidation des ressources du foyer, la privation d'accès aux moyens financiers, contrôle ou vol de ressources financières, les escroqueries, vol de biens ou obstruction à la vente qui viennent s'ajouter au tableau. De loi en matière de violence domestique, elles existent. J'en ai mis un certain nombre. Je ne vais pas toutes les détailler, mais bon, on voit qu'il y a les violences sexuelles, les dénonciations calomnieuses, les non-représentations. La problématique, c'est souvent qu'elles ne sont pas appliquées ou que les procédures n'aboutissent pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, il ressort de certains rapports que moins de 2% des procédures aujourd'hui aboutissent. C'est-à-dire la quantité de procédures qui sont lancées mais qui n'arrivent pas à terme. 98%, ça fait quand même beaucoup. Gardez ça en tête parce que j'y reviendrai par la suite. Maintenant, pour parler de l'homme victime, dans ses généralités, j'ai tendance à dire que c'est la même chose qu'une femme victime en fait. Les transpositions, elles sont théoriquement multiples et très faciles, mais on voit bien qu'à cause des représentations du genre, d'une part, et de l'évolution de la communication qui a été faite sur les violences conjugales, d'autre part, l'appréciation qu'en fait la société est loin d'être maîtrisée encore aujourd'hui et satisfaisante pour les victimes. Beaucoup sont plaints. Maintenant, on se demanderait pourquoi. J'ai tendance à pointer du doigt dans le premier cas que l'homme est vu et décrit de prime abord comme une personne violente par la société, quand il est question de violence conjugale, violence intrafamiliale ou domestique. Notre société semble réfractaire et réticente à l'écouter ou même à l'inviter à ouvertement s'exprimer. Il en découle que bien peu s'expriment, mais quand bien même certains s'expriment, la société a derrière des difficultés à dépasser la couche de préjugés avant d'entreapercevoir l'homme victime qui se cache derrière cette réalité. Donc, de manière un peu maladroite, je dirais, cause toujours qui m'intéresse, on les fait parler, on les écoute, mais en fait, on n'est pas sérieux dans notre écoute, et ils parlent dans le vide. Et le moindre grain de sable qui s'interpose dans tout ce système d'aide aux victimes fait qu'on revient à la case numéro 1. On les rejette. Il y a une certaine forme de déni, et c'est pour ça que j'ai un peu mis la cage derrière, c'est que ces hommes victimes tournent en rond et ils n'en sortent jamais. Continuent de subir encore et encore des violences, qu'elles soient celles de leur couple, soit celles des institutions qui sont censées les aider. Ça devient délicat pour eux.
Dans les appels qu'ils font, donc on voit qu'aujourd'hui, 75% des cas, on a des victimes. Alors c'est approximatif, évidemment, on n'a pas fait non plus des statistiques à la virgule près, mais ça reste majoritairement les victimes qui nous appellent. Elles sont souvent en crise, parfois non, et on s'aperçoit en discutant avec elles qu'elles sont souvent entourées. Elles ont la chance, en tout cas dans ces rares cas-là, d'être entourées par des amis ou de la famille, voire d'avoir une amorce auprès des institutions qui ont été malgré tout bienveillantes. Elles ont par contre très souvent une certaine forme de logorée verbale avec un discours décousu et désorganisé, de la même manière qu'on peut l'observer chez les femmes victimes. Dans une moindre mesure, on a des témoins. Donc on a la famille, des amis. Dans certains cas, et c'est assez surprenant, on a l'ex-femme. Pourquoi? Souvent parce qu'il y a un enfant qui est entre les deux, qui transite de chez maman à papa, et qui observe son père subir des violences par la nouvelle compagne, qui rapporte à sa maman et demande à sa mère d'intervenir. On a beaucoup d'assistantes sociales, des voisins, des RH, des psychologues du travail également, qui nous appellent avec des doutes. Dans de nombreux cas, on les voit eux aussi paniquer. Paniquer pourquoi? Parce que de la même manière que pour la victime, est confrontée à, on va dire, à un refus et à un déni de prise en charge, eux-mêmes, quand ils veulent alerter, ne savent plus vers qui se tourner, voire accompagnent la victime, mais s'aperçoivent que la victime subit du déni ou du refus des institutions et du système d'aide en place, et donc bien, se tournent vers nous en nous demandant de l'aide, du renfort. Pour les échanges en eux-mêmes, bien, on verra que ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 5 heures, donc il faut s'accrocher dans certains cas. Et ça peut se réitérer dans le temps aussi. Donc certains vont appeler qu'une seule fois, d'autres, ça va être limite quasiment tous les jours. En définitive, aujourd'hui, on comptabilise au travers des 6 écoutants à peu près 3 contacts par jour. Et là, on voit que ça augmente. On est plutôt sur une tendance même de 4, voire de 5 contacts par jour aujourd'hui. Mais ce n'est pas stable. En termes de pédigré, si je puis me permettre l'expression, il n'y a pas forcément d'âge. On voit que ça touche toutes les classes d'âge. Évidemment, la tranche 30-50 ans, on voit souvent que ce sont des papas qui ont des enfants à gérer. Il n'y a pas forcément d'origine. Certains sont nés en France, certains sont nés à l'étranger. On verra que pour les étrangers, il y a la question du racisme qui se rajoute en plus très souvent. Voilà. Ça semble quand même être plus facile pour les hommes blancs que pour les hommes de couleur. Voilà. En plus des violences qu'ils subissent. Pour les orientations sexuelles, on a les hétérosexuels, on a également des appels LGBT, et petite subtilité, on a aussi des appels de certains couples lesbiens. Je pense, alors pour le coup, on n'en a pas beaucoup, on en a eu peut-être 5 jusqu'à date depuis qu'on a ouvert, donc on ne peut pas vraiment faire de statistiques. Mais il semble que pour venir en aide à une femme victime, il y a, on va dire, c'est relativement facilité, mais dès lors qu'une personne, homme ou femme, pointe du doigt une femme violente, ça devient compliqué. Donc, bien, il nous appelle. Écoutez, on vient en aide à tout le monde. Pas de niveau d'éducation, voilà, pas de niveau d'éducation qui est systémique. On a du sans diplôme jusqu'au docteur. Donc vraiment toutes les classes d'éducation sont touchées. On voit quand même que derrière cette éducation, et donc la classe socio-professionnelle, on a de tout. Néanmoins, moins il y a d'éducation, évidemment, moins il y a de facilité à faire face aux violences sur le plan moral et psychologique, et moins il y a de facilité à les exprimer, à les verbaliser, à se faire comprendre quand ils les subissent. Petite subtilité qu'on a pu avoir des cas particuliers, des politiciens, des psychiatres, des psychologues, des forces de l'ordre. On a eu 2 cas de force spéciale et un militaire de Krav Maga. Donc de dire que les hommes qui sont conditionnés sur le plan professionnel au combat ne soient pas des victimes de violences conjugales, c'est faux. Dire que les psychiatres et les psychologues passent à travers les mailles du filet, c'est faux. Et puis, bon,
bah, voilà, le cas particulier du politicien, c'est assez surprenant, mais oui, on a aussi des politiciens qui nous appellent. Il n'y a pas forcément de religion distincte, bien que je pense que dans notre société, c'est une question de pourcentage. On a une majorité malgré tout de chrétiens et musulmans, parce que je pense qu'il y a en France, d'une manière générale, ce sont les religions qui ressortent le plus. Et en dernier lieu, il n'y a pas forcément de standard physique. Petit comme grand, musclé ou pas, on a de tout là encore. Il y a quand même 4 facteurs prépondérants qui ressortent, et je pense que là, on le observe également chez la femme, victime, c'est qu'ils ont souvent vécu des violences durant leur enfance, ils ont vécu potentiellement une épreuve douloureuse, une rupture amoureuse, une maladie, perte d'emploi, un décès d'un de leurs proches. Dans certains cas de figure, on a aussi des hommes avec des handicaps mentaux ou physiques. Voilà. Et ils ont souvent été éduqués selon le modèle, hein, la représentation du genre, de l'homme fort et de la femme fragile. Voilà. Donc, ils se doivent, part du postulat qu'ils se doivent d'endosser certaines responsabilités, que les femmes, on va dire, ont certaines responsabilités en moins sur le plan, on va dire, socio-professionnel. 3 observations importantes qui ressortent, c'est que nombreux ne savent pas identifier les violences. On peut se demander pourquoi. Ils ne savent pas les identifier. Quand ils savent les identifier, nombreux d'entre eux nous évoquent qu'ils ressentent une certaine forme de conditionnement à se taire, à ne pas les exprimer. Là encore une fois, on peut se demander pourquoi. Et enfin, dans le dernier cas, certains dépassent ce conditionnement, osent s'exprimer, mais pourtant nous évoquent le fait qu'ils ne trouvent ni écoute bienveillante, ni aide professionnelle. Gardez en tête ce que j'ai marqué en rouge. Aujourd'hui, l'ONDRP, pendant près de 15 ans, a évoqué que seulement 3% des victimes, des hommes en l'occurrence, déposent plainte. Je crois qu'en comparaison, on est autour des 15 à 20% chez les femmes. Donc il n'y aurait que 3% des hommes victimes qui déposent plainte, soit 97 qui ne déposent pas plainte. Donc c'est dire à quel point les hommes ne s'expriment que très peu. Bien pourquoi? Bien, tout d'abord, je pense que la communication est au centre du débat. Encore aujourd'hui, on ne voit aucune communication, aucune campagne faite ouvertement sur les hommes victimes. Et encore aujourd'hui, on n'invite pas forcément les hommes à s'exprimer. Voilà. Et comme je le dis souvent, ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. Et de fait, pas d'aide, les violences continuent. Quand les violences continuent, les maux s'aggravent et les dangers augmentent. Lorsqu'on n'apprend pas aux jeunes à s'exprimer, lorsqu'on ne leur donne pas les outils nécessaires, ils deviennent des adultes derrière qui manquent de vocabulaire, manquent de gestion dans leurs émotions, manquent de capacité à poser des limites, à exprimer ce qui les blesse, ce qui les font souffrir. J'ai tendance à dire qu'ils sont à la merci de toutes les agressions qu'ils vont subir sur le plan, on va dire, professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et donc dans leur couple, dans leur famille. Et là, j'ai mis des termes anglais, fight, flight, freeze, fawn, qui sont globalement les 4 typologies de réaction. De manière maladroite, je dirais, si vous appuyez un chien au mur, ne vous étonnez pas qu'il vous saute à la gorge. Bien oui, c'est dans les réactions humaines aussi. Ça se voit chez les femmes, ça se voit chez les hommes. Certains vont réagir, certaines vont faire usage de force, vont se battre pour se défendre, bien que ce soit, on va dire, pas accepté socialement, pas accepté du tout. C'est vraiment un postérieur, mais on ne sait pas de quel ADN est fait une victime. On ne sait pas si elle va réagir de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième. Flight, c'est fuir. Freeze, c'est globalement ce qu'on appelle la stupéfaction en français. Elle va geler, elle ne va pas réagir. Fawn, c'est le fait d'anticiper le fait que les violences puissent continuer, et donc du coup, elle va complaire dans les injonctions
qu'elles subissent de la part de leur agresseur ou agresseuse. Voilà. Il y a une escalade des violences qui s'observe. De la part des échanges téléphoniques qu'on a pu avoir, on observe que dans tous les cas, on a de la violence psychologique et morale. Dans certains cas, dans de nombreux, on a des violences économiques et administratives, et seulement dans une phase minoritaire, on a des violences sexuelles et physiques. Alors, juste, je vais déplacer, voilà, le visuel de la vidéo. Point que j'aimerais, malgré tout, sur lequel j'aimerais insister, c'est pourquoi aller jusqu'aux violences physiques quand les violences morales et psychologiques suffisent à broyer très souvent un homme victime. C'est-à-dire que là où j'ai mis les pointillés, souvent il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour qu'un homme victime soit complètement dénué de capacité de se défendre, de réagir. Tout le reste, en fait, pour la personne violente, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Elle est déjà, on va dire, dans une posture délicate dès la première barrière. C'est le point faible des victimes, c'est le point fort des agresseurs. Bon, petite subtilité, avant 2021, il y a eu des remaniements des lois sur les violences sexuelles, ce qui fait qu'une femme qui forçait un homme à la pénétrer en nuisant de violences, de contraintes, de menaces ou de surprises, n'était même pas reconnue comme un viol en tant que tel. Comment se plaindre de quelque chose qui n'était même pas reconnu par la société? C'est pourquoi aujourd'hui, on pense qu'il y a bien plus d'hommes violés que la société ne le conçoit. Voilà. Et petite subtilité qu'on s'aperçoit en discutant avec les hommes qui ont été violentés sur le plan sexuel, c'est qu'il y a une totale méconnaissance de la physiologie masculine. Elle n'est pas suffisante. Mais ça s'observe aussi chez les femmes. Les femmes ne savent pas, enfin bon, là pour rentrer un petit peu plus dans des termes un peu délicats, la pénétration, l'éjaculation, l'orgasme, l'érection chez l'homme, ni les hommes ni les femmes ne savent maîtriser concrètement toutes les subtilités autour de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle que très peu. C'est un sujet encore relativement tabou. Et on va dire aux idées simplistes. Maintenant, pour ce qui est des conséquences de ces violences sur le couple, sur la famille, outre l'explosion du couple et de la famille, il y a aussi des problématiques de lourdeur procédurale, juridique et judiciaire. Et on voit que malgré les potentielles séparations qui peuvent en découler, les violences continuent. Pourquoi? Pourquoi fait qu'il y ait eu une action juridique ou judiciaire, les violences continuent? Je vais l'aborder dans la thématique. Ensuite, les conséquences pour l'homme, c'est une descente aux enfers, avec des effets physiques à court, moyen et long terme, de même que sur le plan psychologique, des effets socio-économiques, des effets administratifs. L'homme doit se défendre contre une femme violente, dans certains cas un homme violent, mais aussi contre une société qui le dépeint comme agresseur. Donc, globalement, il a deux agressions simultanées à gérer, et c'est ingérable. Pour l'enfant, on va dire qui est pris en tenaille ou qui fait l'objet de violences directes, les conséquences sont encore plus dévastatrices. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est moins protégé sur le plan moral. Voilà, il est moins armé pour y faire face. On a vu dernièrement que certains médecins, et en particulier au Canada, commençaient à regarder le lien très étroit entre les violences et le développement de TDAH. Bon, j'ai mis un lien, si ça peut intéresser certains, mais voilà. Il y a des ouvrages qui existent outre-Atlantique sur ce sujet. Je n'en ai pas trouvé encore en France, mais ça doit exister. Bon, évidemment, décrochage scolaire, altération négative du comportement violent envers le parent victime, développement de failles identitaires. Voilà, je pense que là, pour le coup, il y a quand même suffisamment de matière pour s'instruire sur le sujet. Pour ce qui est de la femme violente, c'est un peu jubilatoire derrière. C'est comme pour l'homme violent, la personne prend plaisir à profiter de la situation et à inventer sans cesse et à renouveler les méthodes et les agressions derrière. C'est un peu le tapis rouge qui est déroulé. Il tient de rappeler que nous avons très peu de femmes violentes physiquement, hein, comme je l'ai précisé juste avant.
L'essentiel se passe sur le plan cérébral avec des violences morales et psychologiques. Elle profite de l'image de victime, d'être fragile, enfin d'être humain fragile, j'entends par là, et de l'image bienveillante véhiculée par la société en ce qui concerne les femmes. Voilà. Elles observent leurs partenaires subir des violences institutionnelles en plus des violences qu'elles commettent elles-mêmes. Voilà. En ce qui concerne les solutions pour faire face à tout ça, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, j'en ai listé, je pense que vous pouvez en enlever à peu près tous. Le 15, le 17, le 18, le 112, le 114. Il est moins connu celui-là. À la base, c'est pour les personnes malentendantes ou sourdes. Nous utilisons également, nous conseillons pour les personnes qui ont du mal, qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement parce que la personne violente est à côté. En fait, ce qu'il retient de cette page, et on a pu en échanger avec d'autres associations, c'est qu'il y a trop de numéros. Une victime, elle est paniquée, elle n'arrive plus à réfléchir, on va dire, décemment, elle ne sait plus qui elle doit appeler, où aller, à qui elle doit faire appel. Donc il y a l'émergence de la réflexion à centraliser tous ces numéros. Est-ce que ça verra le jour? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir en échangeant avec d'autres organisations. Pour comprendre le phénomène, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais il en existe quand même. On se pose beaucoup de questions. Certains disent qu'il n'y a rien, d'autres disent qu'il y en a beaucoup. On va se rapprocher, on va dire, à ce qui se fait auprès des instances officielles, donc l'ONDRP, qui est l'Observatoire national de délinquance et des réponses pénales. Donc, comme on l'a dit, il n'y a que 3% des hommes victimes qui déposent la plainte, soit 97% d'une très majeure partie qui ne dépose pas plainte. Selon la SSMSI, qui est le service statistique ministériel de sécurité intérieure, il n'y aurait que 20 000 plaintes approximativement pour violences conjugales déposées par des hommes. Donc, mis en parallèle, 3% des hommes déposent plainte, ces 3% correspondraient à 20 000 plaintes. Faites votre calcul pour les 97% restants. Selon la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes, moins de 2% des procédures aboutissent. Bon, a priori, c'est hommes et femmes confondus. Donc, en tout cas, dans les deux cas, c'est très peu. Donc, des 20 000 plaintes, il n'y en a que 2% qui aboutissent. Et selon la DAV, qui est la délégation aux victimes, et donc sur une échelle de 2007 à 2021, on peut voir qu'il y a une moyenne d'à peu près 25 hommes qui meurent à cause de violences conjugales aujourd'hui. Évidemment, ça fluctue. L'année dernière, on était plutôt autour des 20. Cette année, je n'en ai pas encore enregistré. Tant mieux, vous me direz. Un petit nota, le rapport ne dit pas combien se sont suicidés à cause de ces violences conjugales. C'est, on va dire, un angle mort, autant chez les femmes que chez les hommes. Trouver de l'information à ce niveau-là est vraiment de l'ordre de l'estimation. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel je vais aborder juste après. Comment estimer cette valeur? Eh bien, on part, on va dire, des rapports de l'ONS entre 2014 et 2020, et je pense que là, encore une fois, nombreux d'entre vous ont certainement dû voir ces chiffres transiter. On parle souvent de 6 000 à 8 000 hommes qui se suicident par an, mais tout motif confondu. Maintenant, dégager le motif des violences conjugales de cela est plus compliqué, parce que c'est pas, on va dire, c'était pas une habitude. En 2021, il y a PSITEL et la MEFH, sauf erreur de ma part, c'est le mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, voilà, qui s'est penché dessus avec le soutien de la Commission européenne et aurait extrait ou estimé que 11% des suicides seraient dus à des violences conjugales. Donc, amusez-vous à faire 11% de 6 000 à 8 000 hommes qui se suicident par an pour avoir on est plutôt sur des tronches de plusieurs centaines de victimes. Selon des études à l'étranger, alors nous en avons trouvé deux, une aux USA et une en Australie. On se trouve sur une fourchette assez large, entre 6 hommes-femmes confondus, qui seraient dus à des violences conjugales aux États-Unis en 2022, et 34% des suicides chez les hommes seraient liés à des violences conjugales en Australie, et ça c'est un matin, c'est en 2018. C'est quand même pas si vieux que ça.
Donc, entre l'un et l'autre, on doit se trouver entre les deux à quelque part. On ne le sait pas parce que personne ne se penche sur la question encore aujourd'hui de manière factuelle. Donc, quelle valeur peuvent avoir tous ces chiffres quand on sait pertinemment qu'on ne voit que le sommet de l'iceberg? Pour mémoire et pour rappel, ils parlent peu, déposent peu de plaintes, vont peu voir leur médecin, vont tout aussi peu voir un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute, et ne font l'objet d'aucune campagne de communication de la part de nos instances supérieures. Donc, et puis, bon, petite subtilité, parce que j'ai écouté les colloques de l'UMPS du début de ce mois. Il a évoqué deux points qui m'ont interloqué. C'est qu'ils ne sont pas forcément enregistrés aux urgences après une PS. Ben oui, de la même manière qu'ils vont peu voir les médecins, peu voir les psychiatres, peu voir les psychologues, et bien, derrière une PS, eh bien, ils vont peu chercher de l'aide en fait. Ils ne l'évoquent pas dans un certain nombre de cas. Et autre point qui a été soulevé aussi, c'est qu'un certain nombre de suicides sont enregistrés de manière erronée comme accident. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de chiffre, on ne sait pas si c'est important ou pas, mais voilà, c'est encore, on va dire, un élément qui a perturbé la compréhension des valeurs. Pour nous, il n'y a aucune traçabilité fiable de ce que ces hommes subissent. Ils sortent complètement des radars de notre société. Et pourtant, on prétend savoir l'ampleur que cela représente. En fait, pour nous, pas du tout. C'est pour ça qu'on parle de sommet de l'iceberg. Il y a encore tout à faire à ce niveau-là. Quels sont les axes commencer par la communication, c'est le maître mot de toute interaction sociale, une noyauté. Donc, tant que ce n'est pas dit, ce n'est pas entendu, j'ai rien dit ça. Ah, vous m'entendez mal? Vous dites que ça passe pas? Allô, allô? Ah, désolé pour la communication. Dites-moi si ça passe mieux. Attends, fais gaffe, il y en a un, c'est le vidéo. Je vais continuer. Vidéoprojecteur. Non, Ça, c'est bon, ça. celle-là Il y a aussi. une télécommande, c'est la vidéo. Celle-là aussi, hein. Les deux. Ah bah Ah non, ça. Tu as arrêté le truc. Avancer. Tu vas reconnecter Internet. On va essayer de déconnecter, il va se reconnecter. Hein. Tu crois qu'il nous entend ou pas? Ah, non. Faut pas rajouter là-dessus. Bonjour. Ouais. Désolé pour le petit contretemps. Je relance le partage. Bon, j'arrive à la fin, j'espère que j'ai pas été trop long. Mais je disais sur les. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Donc,
Je pense qu'il faut commencer à en parler, plus largement. Voilà. Il y a plusieurs points qui ressortent, bien entendu. Ça peut faire sourire, mais je pense que dans un ministère de l'égalité femmes-hommes, ce serait bien d'avoir deux représentants, comme ça se fait dans certains pays, un représentant féminin, un représentant masculin, justement pour apporter l'éclairage de l'un et de l'autre. Bon, voilà. Cesser la discrimination au niveau de la communication, la communication genrée et sexiste au niveau institutionnel. Je dirais de la même manière que dans une famille, les parents apportent la bonne parole aux enfants. J'ai tendance à dire le reflet de nos institutions supérieures à la société est très importante. Si eux-mêmes ont une communication unilatérale, la compréhension derrière, elle est biaisée. On voit qu'il y a certains diplômes universitaires qui commencent à émerger aux quatre coins de la France. Alors, je ne sais pas pour l'île de la Réunion si vous en avez, mais ça existe à Nice, ça existe, sauf erreur de ma part, en Normandie également et à Paris. Mais on parle souvent des violences faites aux femmes. Le diplôme, ce serait bien que ce soit un DU, des violences faites aux femmes et aux hommes, ou à la famille, hein, quelque chose d'un peu plus généraliste et inclusif. Rappeler alors les associations, parce que agréées par le ministère de l'Intérieur qui refuse de recevoir les hommes victimes, malheureusement ça existe et malheureusement on y a été confronté. D'ailleurs, on avait même eu un membre d'une de ces associations agréées, petite anecdote, qui nous a appelé en disant on a un refus en interne de vouloir prendre un homme en charge, ce qui est inconcevable dans la mesure où ils ont signé des contrats avec le ministère de l'Intérieur pour prendre en charge aussi bien les femmes que les hommes. Donc, on ne comprend pas. Et puis évidemment, prévoir des campagnes de communication, car nombreuses autorités n'informent pas les hommes victimes de l'existence des associations. Voilà. Quand les hommes vont au commissariat ou à la gendarmerie, les affiches ne sont pas mises en avant. Et puis, quand bien même, une fois que la plainte est prise, on ne les oriente pas. On leur donne une fiche, on leur donne le PV, et puis on leur demande de partir, limite avec une main devant, une main derrière. Donc vraiment, la première des actions, c'est d'en parler davantage, d'inclure les hommes dans la communication aux côtés des femmes. Et évidemment, à côté de cela, il y a le fait d'étudier et de former. Alors là, pour le coup, c'est un bon point parce qu'on s'aperçoit depuis 3 ans qu'on a une augmentation assez notoire des élèves des différents instituts, établissements scolaires et universités qui nous appellent pour avoir un éclairage sur les hommes victimes. On est passé de 20 à plus de 70 l'année dernière et on est à plus de 10 déjà pour le mois de janvier. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Il faut savoir aussi que certains pays sont déjà en avance là-dessus. Bon, c'est le cas de la Suisse, la Grande-Bretagne et le Canada. Donc pourquoi pas aller, on va dire, les solliciter, s'en inspirer. J'ai cité 3 associations avec lesquelles on essaie d'échanger nous-mêmes. Faire intervenir les professionnels et les associations qui ont à cœur de venir en aide aux victimes masculines, d'intervenir dans les centres de formation et de parler spécifiquement des hommes, ou du moins en plus, au moins. Dialoguer avec les jeunes sur les violences faites aux hommes. Petite anecdote, j'ai un aîné au collège, on parlait que des femmes et des enfants. Ce dernier a levé la main en disant « et les hommes ?» Oui, on n'en parle pas. Les policiers étaient un petit peu interloqués. Cesser l'ignorance, favoriser d'une manière générale l'ouverture d'esprit. Voilà, ça existe. Ils ont le droit qu'on parle d'eux aussi. Soutenir et accompagner. Alors là, pour le coup, développer des cercles de parole. On voit que certaines associations françaises, depuis fin de l'année dernière, commencent à développer des cercles de parole pour les hommes. Du OSIS 14, donc en Normandie, il y a Favre 74 à la frontière suisse. Nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place sur la région des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui existe ailleurs? Eh bien, entre guillemets, c'est le petit bonheur, la chance.
Mais on voit que de nombreux hommes victimes de violences conjugales demandent si nous connaissons l'existence de cercles de parole. Et c'est très, très rare pour eux. Développer évidemment des associations ouvertes pour eux, des refuges aussi. Alors il faut savoir que généralement les refuges sont faits pour les femmes et les hommes. Malheureusement, on ne communique pas assez là-dessus et il n'y a pas assez de place pour eux non plus. Petite anecdote, en Suisse, il y a un refuge spécifiquement pour les hommes. Je pense quand même qu'il reste délicat de mettre des hommes et des femmes victimes au même endroit, de par ce qu'ils ont traversé respectivement. Et puis, alors, autre subtilité, c'est qu'on est sollicité par certaines institutions, municipalités, pour des subventions, et quand on reçoit l'appel à subvention, ce sont des subventions pour les femmes. Donc, du coup, de prime abord, on est coincé, on ne peut même pas répondre à l'appel à subvention. Et encore une fois, c'est une forme, on va dire, de dérive de communication, de considération. Il serait bien de faire des appels à subvention pour les victimes, point. Au moins citer femmes et hommes de fait devant. Voilà. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tout ça pour dire que chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Nous essayons de commencer et d'essayer. Voilà, on essaie d'entrouvrir la porte à ce niveau-là parce que les associations d'aide aux hommes victimes de violences conjugales sont très rares et on les compte limite sur une doigt d'une main. Et il en faudrait davantage. Merci en tout cas pour votre écoute. Quelques questions? Quelqu'un qui aurait des questions à poser? Quelqu'un qui a une question, je peux me passer le micro. Bonjour monsieur, juste une question technique, enfin non, de vocabulaire plutôt. Vous avez parlé d'un moniteur de Krav Maga. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sport de combat. Ah bon, c'est un sport de combat. Pour la petite histoire, c'est un sport de combat développé par les forces spéciales israéliennes, sauf erreur de ma part. C'est du combat rapproché, c'est globalement ce que les héros ou des revers apprennent en termes de combat aujourd'hui. Maintenant, ça s'est démocratisé. La société, au sens large, peut en faire quand il y a un club à proximité. Voilà, c'est... Oui, je crois que j'ai vu qu'il y avait une championne réunionnaise de ça, donc je comprends un peu ce que c'est, mais je ne savais pas du tout. Et le nombre d'associations... Il y a aussi ce qu'on appelle le MMA et le UFC. Enfin bref, ce sont des combats, des sports de combat extrêmement violents. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations en France pour défendre les hommes battus ou victimes de violences? Aujourd'hui, je dirais, de manière officielle, qui s'adresse ouvertement à eux, j'en connais deux. À nous, oui, et il y a l'association Pharos 74, qui est, entre guillemets, une nouvelle antenne qui a été développée en octobre ou novembre 2022 et qui dépend de la Suisse. Parce que la Suisse reconnaît ouvertement dans leur campagne de communication les hommes victimes de violences conjugales. Cette association est sur Genève, a développé un refuge, a, on va dire, des portes ouvertes avec les institutions françaises, ce qui n'est pas le cas en France. Aujourd'hui, on parle soit ce sont des associations généralistes qui gèrent majoritairement des femmes, soit ce sont des associations féminines qui gèrent, on va dire, à 90 ou voire plus % de femmes, mais qui communiquent très peu. Pourtant, il en existe. Hein. Amusez-vous à faire la recherche. Alors, je crois que c'est sur Service Public. Il y a une page qui référence toutes les associations qui sont agréées par le ministère de l'Intérieur, qui sont reconnues par notre gouvernement, et il y a un filtre possible sur les hommes. Maintenant, la qualité d'écoute derrière pour les hommes, voilà, je dirais que dans certains cas, c'est discutable. On sait que dans certaines associations, peut-être que AVL qui est dans le Loiret, AVL 45, il y a une écoute positive. Voilà. Il y a un échange. Ils nous ont contactés, ils nous ont fait savoir leur démarche. On voit que ça émerge, mais on va dire que c'est assez fébrile. D'autres questions? C'est bon? Ok, merci. Oui.
ma voisine. C'est vrai que quand vous dites violence, maintenant, ce serait bien d'y intégrer les hommes, donc violence faite aux femmes, violence faite aux hommes, et violence aussi faite aux trans, LGBT, etc. Donc je crois que c'est ça aussi, peut-être, peut ouvrir un peu plus. Oui, en effet. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques associations, je pense qu'elles doivent être aussi rares, peut-être un petit peu plus nombreuses que côté hommes. Mais il y a Flag qui fait de la communication et qui est reconnue maintenant, mais je crois que c'est une association qui est issue du corps judiciaire, donc gérée par les policiers. Il y a le Refuge, qui est une fédération, on va dire, qui a beaucoup d'antennes à la France. Il y a Horizon à Rennes. Nous connaissons un de leurs représentants, Horizon à la Rennes. qui leur vient spécifiquement Qui est en donc aide. là normalement. Mais oui, je pense qu'à terme, ce serait bien qu'on arrête de parler des hommes, de parler des femmes, qu'il y ait des comptoirs privilégiés, parce que justement, l'homme ou la femme souhaite être prise en charge par un homme ou respectivement une femme, ça peut se concevoir, par la difficulté de chacun auquel on été confrontés, mais de manière institutionnelle, ce serait bien qu'on arrête de les genrer. Ça, oui, très clairement. Justement, on avait une association, normalement, le représentant des LGBTQIA qui devait venir, mais qui n'est pas là, malheureusement. Il ne nous a pas contacté non plus pour quelle raison, on ne sait pas. Il y a eu. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça ne bien là. On ne sait pas, il n'a pas donné de raison. Merci beaucoup, monsieur le marchand. Merci à vous. Une dernière question. Excuse-moi, une dernière question, pardon. Ah, allez-y. Oui, bonjour. C'est pour dire que hier, j'ai participé à un rendu des restitutions de l'enquête qu'a fait un étudiant à l'université. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, là, justement, je suis en train de faire mon intro et puis je vais poser ma question en fait. En réponse sur l'enquête, elle a eu 860 hommes qui a témoigné, qui a répondu à une panel de questions entre âge de 60 à 62 ans. Non, entre 20 à 62 ans. Et figurez-vous que dedans, il est ressorti que peu d'hommes, et ils ont dit comme ça qu'ils n'étaient pas entendus par l'institution. Quand je dis institution, c'est quoi? Les avocats, associations, la police, gendarmes, très peu d'hommes répondent, contrairement aux 20. Donc je pense que réellement, il y a du travail à faire à ce niveau. Franchement, quand je vois sur 860 hommes témoignant et dire qu'ils ne sont pas écoutés à ce niveau, c'est catastrophique. Franchement, pour moi, j'ai entendu ça en tant qu'homme et en tant que futur travailleur social, et j'ai rebondi en même temps. J'ai rebondi. C'est bien que pour les femmes, ils sont écoutés, mais pour les hommes, c'est affolant. Tout simplement, merci beaucoup. Oui, en effet, il y a très peu d'écoute. Ils sont rejetés dès le parvis du commissariat et de la police, bien que ça s'améliore. Hein. Sincèrement, on ne va pas jeter la pierre aux femmes et les violences faites aux femmes. Elles ont, on va dire, quand même donné un gros coup de pied dans la fourmilière parce que c'était nécessaire. On part de très loin. Pour la petite anecdote, je ne suis pas, on va dire, né en France moi-même. Je suis né à l'étranger, j'ai une autre culture, j'ai une autre approche sociétale. Et j'étais relativement choqué il y a 30 ans, en arrivant en France, de voir la culture de la violence qu'il y avait sur le plan déjà, rien que les violences verbales et les violences psychologiques et morales, sans même parler des violences physiques. Donc, je peux concevoir que, bien malheureusement, la société, elle évolue lentement. Il faut de nombreuses générations avant qu'une idée prenne et que la société évolue dans le bon sens. Un peu comme avec les pendules, avant de trouver l'équilibre qui les mène dans le bon chemin, ils vont aller d'un extrême à l'autre de manière cyclique. Voilà, on parlait des femmes qui étaient maintenues sous silence à une époque. Maintenant, dans une certaine mesure, on a réussi à libérer leur parole. Parfois, on va dire, dans l'autre extrême, elles en abusent.
qui fait qu'on a aussi beaucoup de violence des femmes envers les hommes. Il y a quand même une incompréhension dans tout cela, parce que ça fait des zigzags dans un sens comme dans l'autre. On voit aussi certains hommes victimes de violences conjugales être maltraités par leur thérapeute, maltraités par leur avocat, qui sont pourtant censés, entre guillemets, de leur côté, et censés leur venir en aide, mais tout simplement parce que les violences, jusqu'à présent, la compréhension est faite via le prisme des femmes, on communique envers un homme de la manière qu'on communiquerait envers une femme. Et, enfin, un homme reste un homme, une femme reste une femme, dans de nombreux cas, dans de nombreux scénarios. Et il y a plein de petites subtilités qui nous passent, on va dire, à côté. Et combien de fois on a critiqué les policiers masculins qui entendaient, écoutaient et enregistraient les plaintes des femmes et qui mettaient les pieds dans le plat. Combien de fois même encore aujourd'hui, il y en a de nombreux. Ça suffit de regarder sur Internet, regarder les journaux, il y a encore plein de cas qui sont révélés par les associations sur la méconnaissance des violences faites aux femmes et gérées par un homme. J'ai tendance à dire que l'inverse est tout aussi vrai. Mais bon, vous êtes intervenant social, c'est ça, hein? Si je ne m'abuse, on voit que beaucoup des personnes qui nous sollicitent sur le plan professionnel viennent de l'univers social. Alors, je ne sais pas exactement ce qui émerge dans vos instituts de formation, mais c'est vraiment la grande majorité des professionnels et des instituts de formation qui nous appellent. Voilà. Formation ASS, CESF, qui nous appellent. Donc, il y a vraiment de quoi qui bouge, et c'est plutôt bon signe. Il va falloir continuer, il va falloir, on va dire, entre guillemets, favoriser ce dialogue. Encore une fois, mettre les pieds dans le plat, entrouvrir les portes, froisser peut-être, on va dire, certains égos, certaines idées très inutiles. C'est malheureux. Je pense que les mouvements féministes et féminins, au sens large, je n'aime pas trop parler de féministes en soi, mais juste d'aide aux femmes, l'ont fait. Bien maintenant, je pense qu'il va falloir aussi se poser et faire la même chose, la même démarche. Ça prendra du temps. Elles ont mis 50 à 70 ans pour le faire. On est au début. Donc, au balbutiement de la conscientisation des hommes, il va falloir continuer la marche. Merci. Excusez-moi, il y a une toute dernière question. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que dans les chiffres que vous avancez, il y a une part de femmes violentes parce qu'elles-mêmes sont victimes au sein du couple et donc une violence mutuelle? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si ma présentation est toujours visible. Oui. Ok. Hop là. Donc, pour les premiers chiffres, globalement, ce sont des estimations, mais on peut considérer que certains mentent. Dans tous les cas, on ne le saura jamais. De la même manière que les 20 000 plaintes, soyons réalistes et factuels, il y a des personnes qui déposent plainte à tort comme à raison. Donc, il y a probablement dans le lot des plaintes qui sont abusives. Maintenant, on ne le saura pas. Tout ce qu'on essaie de pointer du doigt à